La petite fille à la lettre. Sur une route du Choco, l'un des 32 départements colombiens, vous entendrez peut-être les lamentations d'une enfant. Si vous ralentissez, vous verrez une fille d'une dizaine d'années assise sur le bord de la route. Elle porte une robe blanche de cérémonie, probablement pour une première communion. Son visage est caché sous un voile de la même couleur que sa robe, et une lettre est posée sur ses genoux. Si votre compassion vous pousse à vous arrêter pour lui venir en aide, la fille vous tendra la lettre, vous confiant aussi l'adresse et le nom des destinataires. La plupart des personnes des environs auront déjà fait demi-tour. Mais comme vous ne saviez pas, comme personne n'a daigné vous prévenir, vous prendrez la carte et vous effondrerez au sol. Les versions diffèrent. Certains disent que la carte pèse plus de 40 kilos, ce qui déséquilibre la personne. D'autres affirment avoir vu quelque chose de surnaturel. La petite fille disparaîtra au moment où vous toucherez l'enveloppe, et la peur gèlera vos jambes qui céderont sous votre propre poids. D'après la légende, un proche de la famille avait abusé de cet enfant le soir juste après sa première communion. Il avait profité de l'ébriété des parents et des autres invités, ainsi que de la naïveté de la petite pour lui demander de le raccompagner chez lui, prétextant qu'il était trop ivre pour trouver le chemin. Pour cacher ce premier crime, il l'avait assassiné puis enterré sous un arbre. Depuis, l'âme de la petite erre sur les routes des environs, cherchant quelqu'un qui pourra porter sa lettre à sa famille et révéler l'identité de l'homme qui a causé sa perte. La mariée de Puerto Colombia. La municipalité de Puerto Colombia est le théâtre d'étranges apparitions. Sur une partie de la route, connue comme le virage du diable, une autostoppeuse fantôme portant une robe de mariée fait signe aux voitures pour qu'elles s'arrêtent. Que celle-ci le fasse ou non, la mariée embarque, disparaissant avant de réapparaître sur le siège arrière. Parfois, elle pleure, et la banquette arrière se retrouve trempée lorsqu'elle disparaît à nouveau. Lorsqu'elle sourit, l'air s'emplit d'une odeur de fleurs fanées, et le conducteur ressent une irrépressible envie de s'endormir. Elle est souvent accusée de causer une partie des accidents sur les routes de cette région. L'identité de la mariée est sujette à débat, mais d'après certains narrateurs, ce serait Blanca Rosa Villar Villamizar. Un beau jour ensoleillé de 1983, alors qu'elle se rendait à l'église pour se marier, un bus aurait percuté la voiture. Les autres passagers s'en seraient tirés avec quelques blessures, mais la jeune femme n'y aurait pas survécu. Depuis, elle erre sur cette route, effrayant les conducteurs et causant de nombreux accidents. Certains témoins disent même que c'est le diable en personne qui l'envoie pour causer la perte de ceux qui auraient le malheur de prendre leur voiture une fois la nuit tombée. La femme sans tête de Tibabita. Tibabita est un quartier de Bogota, la capitale du pays. En 1928, un homme nommé Hernando, surnommé El Patas, rentrait chez lui accompagné d'un groupe de musiciens afin d'animer une soirée. Malheureusement, une seconde d'inattention lui fit perdre le contrôle de son véhicule dans le dernier virage avant sa propriété. Depuis, les habitants de Tibabita racontent voir régulièrement une étrange apparition. Une femme sans tête se promènerait dans le quartier juste après le coucher du soleil, s'attardant longuement près de la maison d'Hernando. Personne ne sait pourquoi le fantôme est une femme, quand ce sont des hommes qui ont perdu la vie lors de ce tragique incident. Mais les habitants ironisent sur le fait que c'est un des rares fantômes du coin qui n'a pas besoin de chapeau. La moto fantôme. C'est une des histoires de fantômes de route les plus récentes. Les premiers récits datent de la fin des années 2010, juste avant la pandémie. Une moto sans conducteur apparaîtrait sur la route, avant de disparaître lorsqu'on s'en approche. Elle apparaîtrait toujours lorsque la route est presque vide, à des moments où les conducteurs qui l'aperçoivent n'ont pas vu d'autres véhicules depuis plusieurs minutes. Certains ont tenté de la suivre, mais elle finit toujours par disparaître, comme si elle s'évaporait. Stupide. Ah mais je suis stupide. Eh oui. Ah, je ne me sentais pas si stupide cet après-midi. Je pensais simplement être un bon père. Oh oui, je le pensais. C'était une belle journée. J'avais emmené ma fille en promenade, et les feuilles aux magnifiques couleurs de l'automne craquaient sous nos pieds.
Nous nous promenions dans les petits chemins de forêt, pendant qu'elle posait 1001 questions et qu'elle énumérait tous les contes de fées que ces bois lui évoquaient. Je l'ai calmement écouté, amusé, lui ayant moi-même fait connaître ses contes. Non, rien de tout cela n'était stupide. S'approcher de ce vieux puits à souhait était peut-être, cela dit. Ah, ma fille semblait enchantée de le découvrir. Tu l'as déjà fait, papa? Tu as déjà fait un souhait ici? J'en ai fait 2, lui ai-je répondu. La première fois, j'ai souhaité que tu naisses, et tu es venu au monde. Cela ne m'a coûté qu'une seule pièce. Elle a ri, et elle m'a demandé ce qu'avait été mon second souhait. J'ai fait le second souhait quand tu n'étais encore qu'un bébé, lorsque tu es tombé très malade et que les médecins disaient qu'il n'y avait pas d'espoir. J'étais tellement triste que j'ai envoyé un autre centime dans ce puits. Et ce souhait s'est également réalisé car ton état s'est amélioré. Tu es contente de mon souhait? Oui. Mais je l'étais, moi aussi, et je ne mentais pas, j'avais bel et bien fait ce souhait. Je ne lui ai cependant pas raconté toute l'histoire. Je ne lui ai pas dit comment, après avoir jeté la pièce dans le puits, celle-ci était revenue et avait atterri à mes pieds. Je ne lui ai pas dit que lorsque j'avais touché la pièce, j'avais tout de suite compris que la chose qui se trouvait là-bas, ou peut-être même le puits lui-même, émettait un souhait en retour. Ah, il attendait bien plus qu'une vulgaire pièce. Est-ce que maman a fait un vœu, elle aussi? Avait-elle demandé. Je savais qu'elle finirait par poser cette question. Elle pensait toujours à sa mère, bien qu'elle ne l'ait jamais vraiment connue. J'avais dit à tout le monde que ma femme nous avait abandonnés, mais à elle, je lui avais juste raconté à quel point sa mère était une femme aimante et dévouée, avant de se volatiliser. Dans son imagination, sa mère était une sorte de reine disparue de longue date et elle, sa princesse. Non, lui ai-je répondu. Je n'ai jamais emmené ta mère ici. Sauf que si, je l'avais fait. Une fois. Parce que certains souhaits coûtent plus cher que d'autres. En ce soir d'automne, quelqu'un est maintenant en train de frapper à ma porte. Poussant des gémissements qui ressemblent vaguement à mon nom. Je peux sentir une odeur horrible. Une odeur de moisi, semblable à celle d'une cave ou d'une grotte humide. Un long silence s'installe avant que le bruit de la fenêtre pulvérisée par une main squelettique ne vienne le chasser. L'odeur de moisi est lentement remplacée par la puanteur de la chair décomposée. Stupide. À quoi ai-je pensé? Mais quel autre souhait une petite fille aimant sa mère disparue aurait pu faire? Mais pourquoi je lui ai donné cette foutue pièce? De temps en temps, avec d'autres personnes de ma promo, on organise des soirées dans un petit restaurant près de la fac. On prend le temps de faire le point sur la semaine, de se raconter nos vies, de parler des profs et de se plaindre de l'excessive quantité d'examens et de devoirs. Ce soir-là, on discutait des moyens de transport. La plupart d'entre nous se rendaient à la fac en transport en commun, mais avec la grève, on avait dû changer nos habitudes. Un ami nous a expliqué qu'il avait dû emprunter la voiture de ses parents et qu'elle était malheureusement endommagée, mais il nous assurait qu'il n'y était pour rien. Curieux, nous l'avons pressé de nous donner plus d'informations, et ce qu'il nous a raconté était plutôt absurde. Un soir, il rentrait après la fermeture de la bibliothèque universitaire vers 20h. Il faisait déjà nuit, et il est passé par une partie un peu désaffectée de la ville. Alors qu'il attendait à un feu rouge, il y a eu collision. C'était comme si une voiture était rentrée dans l'arrière de la sienne. Il est sorti, fâché et paniqué à l'idée de devoir annoncer la nouvelle à ses parents, espérant que l'autre conducteur accepterait de remplir un constat. Il a ouvert la porte, regardé autour de lui, fait le tour de la voiture. Il n'y avait personne. Puis il s'est souvenu qu'il roulait seul depuis plusieurs minutes. Avant le choc, il n'y avait aucun bruit. Pourtant, l'arrière de la carrosserie avait bien une indentation, juste à l'endroit où elle avait été percutée. Mais c'était plus léger que prévu. Très confus, il est rentré chez lui. Ses parents se sont montrés compréhensifs, heureux que leur fils n'ait rien de grave. 2 jours plus tard, il est à nouveau passé par cette route pour rentrer chez lui. Lorsqu'il a vu le même feu passer au rouge, une sensation de panique l'a envahi, comme une envie de quitter les lieux immédiatement. Cette fois-ci, la collision s'est faite à l'avant. Il en était sûr maintenant. Il n'y avait personne, aucune voiture devant lui, aucun obstacle qu'il aurait pu percuter. La route était complètement vide. Sans même sortir de la voiture, il est rentré chez lui aussi vite qu'il a pu. Quelques jours plus tard, alors que la voiture était en réparation, le garagiste lui a dit
C'est bizarre. Il y a un reste de peinture de la voiture qui vous a percuté. La voiture ? A répondu mon ami. Mais j'ai eu 2 collisions 2 jours différents. Ça ne peut pas être la même voiture. Le garagiste lui a expliqué que c'était la même peinture, à l'avant et à l'arrière. D'ailleurs, c'était une couleur assez rare, recherchée par les collectionneurs, car la peinture originale n'était plus produite depuis la fin des années 60. Le reste de la soirée était beaucoup plus calme. Ce n'est pas tous les jours qu'on croise quelqu'un s'étant fait percuter 2 fois par une voiture fantôme. J'habite un petit village en bord de mer. Pendant plusieurs siècles, ma famille paternelle a eu sa propre religion. À vrai dire, je ne sais pas si l'on peut vraiment appeler ça une religion. Peut-être que culte est un mot plus adapté. Les autres habitants du village n'étaient pas du tout au courant. Même les voisins ne se sont rendus compte de rien. Mes ancêtres ont su se faire discrets. En cachette, ils vénéraient une vieille statue d'une créature ressemblant à un poisson, récitant des litanies et organisant des rituels. Ces rituels étaient très importants, car ils permettaient au nouveau chef de la famille de montrer son courage et de se faire accepter par la divinité marine. Mon père est le dernier à l'avoir réalisé, et cette tradition s'est perdue après lui. Il ne l'a jamais transmise à mon frère lorsqu'il est devenu adulte. D'ailleurs, il a longtemps évité le sujet. Nous avions connaissance de certaines croyances et de l'existence de la statue grâce à des récits de nos grands-parents. Mais mon père semblait leur avoir intimé de garder le silence sur le rituel de transmission. Quand il s'est enfin confié, mon frère venait de fêter ses 21 ans. Chaque année, à partir de cet âge vers 3 heures du matin, mon père devait nager dans la mer, s'éloignant le plus possible de la côte. Il n'avait le droit de faire demi-tour que lorsque le dieu lui avait donné un signe. Ce rituel s'est réalisé sans encombre jusqu'à ses 25 ans, mais cette fois, les vagues étaient particulièrement fortes et l'eau plus froide que d'habitude. Mon père n'avait pas assez mangé, il se sentait perdre un peu plus conscience à chaque seconde qui s'écoulait, mais il refusait d'abandonner, persuadé qu'un malheur terrible s'abattrait sur sa famille s'il dérogeait à la tradition. Alors qu'il sentait ses membres s'engourdir, la frontière entre son corps et la mer a disparu. Il était l'eau, il était l'écume, les vagues qui s'échouaient sur la plage. Perdu dans un délire causé par l'hypothermie et le manque d'oxygène, il n'a même pas senti l'eau remplir ses poumons. La panique ne l'a pas envahi lorsque ses muscles ont perdu toute force de lutter. Il nous a dit qu'il a vu ce qu'il se passait sous l'eau. Il faisait nuit noire et pourtant, il a vu quelqu'un plonger et se rapprocher de lui. Tout ce qu'il pouvait distinguer, c'est la silhouette d'un corps pâle et flou, avec une tête étrangement pointue, semblable à celle d'un poisson. C'est là qu'il s'est évanoui. Mon grand-père et mon arrière-grand-père l'attendaient sur la rive et ils se sont précipités pour le sauver lorsqu'ils l'ont vu disparaître sous l'eau. Lorsqu'il s'est réveillé, il était sur la terre ferme, toussant et crachant. Il a senti quelque chose sous sa langue et l'a craché dans sa main. C'étaient 5 petites perles dont la nacre avait une exceptionnelle couleur bleutée. Il n'a jamais su ce que ça signifiait et il n'a plus jamais plongé. J'ai grandi dans une grande ville du Lincolnshire en Angleterre. Quand nous étions enfants, nous avions l'habitude de jouer dans une grande zone boisée à la périphérie de celle-ci, appelée Bradley Woods. Dans ce bois, il y a un vieux cottage abandonné près d'un étang, et on raconte une histoire à son sujet qui s'apparente à ça. Il y a des centaines d'années, un pauvre bûcheron habitait dans ce cottage avec sa femme et son bébé. Il vivait heureux, jusqu'à ce que le bûcheron fut contraint de participer au service militaire par le propriétaire local pendant la guerre civile anglaise. La femme attendit pendant des mois et des mois des nouvelles de son mari, mais aucun message ne lui parvint. Un jour de Nouvel An, un groupe de soldats à cheval, faisant partie d'une force qui avait pillé la campagne environnante, traversa les bois. Ils entrèrent par effraction dans l'habitation et exigèrent que la femme du bûcheron leur remît tout son argent et toutes les boissons fortes qu'elle pouvait avoir. Lorsqu'elle refusa, les soldats la battirent et la violèrent sauvagement, avant de prendre son bébé et de s'en aller en riant. À partir de ce jour,
La femme s'habilla en noir et parcourut les bois à la recherche de son enfant disparu, accostant tous ceux qu'elle rencontrait, les suppliant de lui donner des nouvelles de son bébé. Elle acquit rapidement la réputation d'être folle, et les gens commencèrent à se méfier de cette forêt. Le bûcheron ne revint jamais chez lui, et sa femme continua d'errer dans les bois, cherchant désespérément son bébé disparu, jusqu'au jour de sa mort. La légende veut que son fantôme rôde encore dans les bois aujourd'hui. Et si quelqu'un est assez courageux pour se rendre là-bas au jour de l'an et crier 3 fois « Dame noire, j'ai volé ton bébé », la femme apparaîtra pour le confronter. Chaque année, j'avais pour habitude d'aller dans un parc près de chez moi pour fêter la floraison des cerisiers. Je n'avais pas pu m'y rendre les 2 années précédentes. La première fois, c'était parce que je venais d'accoucher, et la suivante, c'est parce que ma fille était trop petite pour m'y accompagner. Elle venait de fêter ses 2 ans, et elle était déjà capable de me suivre en courant, d'un pas encore hésitant. Elle cherche encore son équilibre. Depuis peu, elle commençait à parler en phrases, et son vocabulaire grandissait de jour en jour. Je l'entendais souvent tenter d'exprimer quelque chose, ou de répéter des mots ou des phrases qu'elle avait entendues à la télé. La semaine dernière, elle avait entendu au journal télévisé que les cerisiers fleurissaient dans notre région, et elle m'avait plusieurs fois répété « Maman, les cerisiers sourissent, je veux voir ». J'ai cru qu'elle confondait avec le verbe fleurir, alors le jour suivant, je l'ai amenée au parc pour lui montrer les cerisiers en fleurs. Ce parc est à environ 10 minutes de marche, on s'y était déjà rendu en hiver, et j'appréciais sa capacité à être le reflet de la beauté de chaque saison. Les floraisons de ces arbres étaient réputées dans notre quartier, et quand nous y sommes arrivés, il y avait déjà du monde. De nombreuses personnes avaient profité de la douceur de cet après-midi de printemps pour sortir. C'était un endroit très plaisant le jour, mais la nuit, pour une raison qui m'est inconnue, l'ambiance change totalement. On pourrait croire que les personnes aimeraient y rester une fois le soleil couché pour partager un repas ou discuter, mais à ces heures-là, le parc est totalement désert. Il y avait plusieurs rumeurs selon lesquelles une sorte d'infrastructure militaire avait occupé cet espace avant qu'il ne devienne un parc. Beaucoup de personnes y auraient perdu la vie dans des circonstances affreuses, notamment des enfants, mais le secret entourant ce lieu avait effacé toute information, ne laissant que les rumeurs. Je ne suis pas du tout sûre de la véracité de ces histoires. Ce sont juste des choses qui se disent sur Internet et entre voisins. Je comprends cependant ce qui a pu les causer. Il est vrai que ce parc est quelque chose de sinistre, de froid, qui n'apparaît pas tant que les rayons du soleil le touchent, mais qui fait surface la nuit. C'est pour cela que j'ai pris soin d'arriver au parc tôt, vers midi. Les fleurs de cerisier étaient magnifiques, offrant leur teinte de rose et de blanc au regard des passants. Ma fille faisait bonjour de la main aux fleurs, sautillant et les regardant comme elle aurait regardé un potentiel partenaire de jeu de son âge. « Regarde comme elles sont jolies, elles sont en pleine floraison », lui ai-je dit, en pointant les fleurs les plus proches. « Maman, les visages nous sourissent ». Je ne comprenais pas. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par visage, essayant de comprendre si elle parlait des fleurs. Elle a secoué la tête, pointant son doigt vers l'un des cerisiers. Visages, les visages des cerisiers, ils nous sourissent. Leurs visages nous sourissent, maman. Ils nous regardent tous. Je sentis un frisson parcourir mon corps. C'était donc bien ça. Il arrivait parfois à ma fille de regarder dans le vide, de faire des signes à des choses invisibles, ou d'être soudain effrayée et se cacher derrière moi alors que nous étions seuls. Je me suis plusieurs fois demandé si elle voyait des choses qui m'étaient imperceptibles. J'y repense souvent. Peut-être que ce jour-là, en regardant les cerisiers en fleurs, ma fille a pu voir de nombreux visages lui sourire.